Là, on va passer à un autre sujet, un autre sujet Moi, j'ai quelques réactions sur Haïti quand même. Avec plaisir. Mais non, mais d'abord, merci pour déjà pour le rôle que vous avez joué tous les deux avec Philippe Alston. C'est extrêmement impressionnant d'écouter cette histoire. C'est édifiant et en tout cas, j'étais vraiment passionné en vous écoutant. D'autant plus pour un historien, on voit à quel point ici le récit de l'épidémie est politique. En fait, comment raconter une épidémie, c'est un enjeu majeur et d'une certaine manière, il faut toujours raconter les épidémies, y compris d'ailleurs pour lutter contre elles. Cette question du récit est passionnante ici, avec en plus ces nouveaux outils que donne la phylogénie pour prouver ces récits, c'est très impressionnant. Et puis moi ce qui m'a en fait il y a plein de choses qui me sont passées par la tête, mais il y a d'abord le cas particulier d'Haïti et cette histoire haïtienne d'épidémie, d'accusation et de récits d'épidémie qui est plus ancienne, et je pense particulièrement au VIH, en fait, où les Haïtiens ont été accusés initialement beaucoup dans le discours américain au tout début de l'épidémie dans les années 80, accusés d'être la source de l'épidémie, ce à quoi on a répondu que ces accusations étaient injustes. Je pense notamment à Paul Farmer, qui était à l'époque un médecin anthropologue en Haïti, qui a écrit tous ses travaux sur la question de l'accusation des Haïtiens, et puis aussi sur les rumeurs en Haïti qui attribuaient l'origine du sida cette fois aux Américains. Donc c'était accusé. Il y a une sorte de névrose en fait américano-haïtienne en fait autour de ces accusations qui rejoue peut-être à ce moment-là, et on pourrait en discuter. Et puis ce qui est intéressant, c'est que récemment, Michael Worobey, qui est donc un spécialiste du VIH, un virologue, a mis la main sur pas mal d'échantillons très précoces de l'épidémie de VIH aux États-Unis, a remis tout ça avec les vieilles séquences de virus qu'on a du monde entier, et il a bien montré effectivement que Haïti a servi d'intermédiaire pour ce qui est du sous-type B du VIH1, a bien servi d'intermédiaire entre le Congo et les États-Unis. Et donc la phylogénie, là pour le coup, a montré que Haïti a été une épidémie intermédiaire dès, je crois, la fin des années 60, puis années 70, avant que l'épidémie n'arrive aux États-Unis ensuite. Ce à quoi des gens comme Paul Farmer ont répondu, oulala, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous accusez à nouveau Haïti, etc. Donc on voit que la phylogénie joue un peu à double tranchant, avec cette idée que l'accusation va être forcément injuste. Et en fait, ça m'amène à un point qui m'a rendu assez curieux, c'est quand vous parlez de la réaction du Lancet Infectious Diseases. Alors, je trouve que j'ai pas lu leur édito, mais c'est vrai que dans la santé publique des années 2010, imputer la cause d'une infection ou d'une épidémie, c'est un peu tabou. Enfin, vous faites comme si ils avaient eu des consignes pour vous bouler, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans le monde du VIH, on a aussi des progrès extraordinaires avec la phylogénie, y compris pour analyser des clusters d'infection de 2-3 personnes. Hein, aujourd'hui, avec les séquences de deep sequencing et tout ça, on peut savoir, on peut trouver des clusters d'infection à Marseille de 3 personnes et dire dans quel ordre ils ont été infectés. En d'autres termes, imputer très précisément les causes d'infection. Et ça, moi, j'ai vu ça récemment dans une conférence VIH à Paris. Ça fait hurler tout le monde parce que on revient sur le grand acquis, à mon sens, qui est un acquis aussi positif, etc., pour la lutte, qui est le refus complet de la criminalisation de la contamination. En tout cas, dans le monde de la lutte et des militants. Alors là, je voudrais peut-être votre réaction, Renaud, là-dessus, mais moi, j'ai l'impression que c'est de là que parlait le Lancet en disant il faut pas chercher la cause parce que, en fait, on a progressé en santé publique et on essaye de lutter contre les épidémies sans imputer de faute, en fait. Non, en fait, il s'est trouvé que le Lancet, les éditeurs du Lancet ont écrit leur éditorial dans un contexte où justement il y avait, mais dès le début,
des interventions disant il ne faut pas chercher la cause de l'épidémie, il ne faut pas imputer ça. Alors là, on ne parlait pas d'individus, on parle de pays, on parle d'organisation, et c'est quand même pas la même chose. Il ne s'agit pas de dire c'est telle personne qui l'a amené, il s'agit de dire que c'est l'ONU, dans sa manière de procéder pour les mouvements de troupes, met en danger la vie des populations qui reçoivent ces troupes. Donc on n'est pas du tout sur la même chose, c'est des actions à mener, et d'ailleurs des actions ont été menées. Donc c'est dans ce contexte-là que le Lancet est intervenu. Ils n'ont pas fait état de... ils n'ont pas dit il ne faut pas désigner la personne qui, et ça n'a jamais été le propos de quiconque que de désigner une personne, si ce n'est éventuellement une personne qui aurait pris la décision de ne pas faire de système d'épuration d'eau ou des choses comme ça. Mais là, c'est en tant que décideur, ça pourrait être quelque chose. Mais là, on n'est pas du tout là, il s'agissait de décrire un mécanisme. Et c'est tellement vrai que 5 ans après, quand justement ont commencé les échanges de courriers entre certains rapporteurs et la direction de l'ONU, et les réponses que l'ONU faisait à ces rapporteurs, dont Philippe Alston, ce n'était pas encore au moment de la reconnaissance du bout des lèvres de Ban Ki-moon, mais ça se préparait avec un collègue américain qui s'appelle Ralph Frerichs et qui a écrit un bouquin qui relate justement mon investigation et les difficultés et l'opération de cover-up qui a eu lieu. Le bouquin s'appelle Deadly River. Donc avec Ralph Frerichs, on a réécrit au Lancet et on leur a dit, vous voyez maintenant, 5 ans après, ce n'était pas une curiosité scientifique. Parce que dans les réponses de l'ONU, il y avait plein de choses disant, voilà maintenant ce qu'on fait pour éviter des trucs comme ça, sans reconnaître qu'ils étaient en cause, mais toutes les opérations, toutes les mesures qu'ils disaient avoir prises depuis. Et donc le Lancet a très volontiers accepté de publier cette lettre. Donc 5 ans après, la réponse à leur lettre. Entre-temps, l'eau avait coulé sous les ponts et ils s'étaient aperçus qu'ils, en fait, eux aussi ont été victimes d'une désinformation. Et il ne s'agissait pas de protéger des individus, il s'agissait là ils étaient rentrés dans une information et croyaient que les gens qui cherchaient, qui demandaient à savoir quelle était la cause, étaient malveillants. Oui, non, j'étais curieux aussi. Dans mes souvenirs, j'avais suivi cette histoire de très loin. En fait, les Haïtiens eux-mêmes, en fait, il y avait une sorte d'épidémiologie populaire qui avait diagnostiqué l'origine de l'épidémie en accusant en fait les casques. Ouais. Et il y a quand même des gens autour de Mirbalais qui avaient bien compris qu'ils avaient du choléra avant que ça démarre quelques jours après. Donc sur place, c'est une évidence, il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Et donc cette épidémiologie populaire avait du sens. Et d'ailleurs en épidémiologie, on dit qu'il faut écouter les rumeurs. Les rumeurs ne sont pas forcément des bavardages et des choses malveillantes, et on doit adresser les rumeurs, pas dire elles sont vraies ou fausses, enfin aller voir et savoir de quoi ils retournent. Ça, c'est quelque chose de classique en épidémiologie, l'analyse des rumeurs. Mais j'allais dire que dans ce cas-là, ça a presque joué contre la démonstration, au sens où vous dites les épidémiologistes écoutent les rumeurs, etc. On pourrait dire quand même globalement que surtout dans des contextes comme l'Afrique ou Haïti, la rumeur va être disqualifiée immédiatement comme irrationnelle. Et pour moi, ça jouait plutôt contre l'hypothèse, en fait. Plus ça va être présent dans les rumeurs, moins ça va être pris au sérieux. Enfin, un peu par réflexe. Voilà. Professionnellement, il ne faut pas les jeter tout de suite, il faut vérifier. C'est ce qu'on nous dit.
Et bon, ça, évidemment, ça fait aussi écho à plein de choses dans l'histoire de la médecine, hein, ces rumeurs. Voilà, le choléra 1832, Paris était aussi complètement parcouru de rumeurs, d'accusations, des points d'eau empoisonnés, de complots, etc. C'est vrai. C'est vrai. Merci pour ces remarques, questions, échanges, Guillaume. Et donc si on retourne dans ce passé, qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous plonger en tant qu'historien sur cette médecine coloniale et sur finalement les enjeux politiques autour de cette médecine qui est actuellement, qui apparaît comme finalement une médecine qui a permis de soigner, de sauver beaucoup de monde. Et quel en est votre travail? Alors, je pense que bon, c'est compliqué de faire de l'histoire après une histoire comme ça, et je pense que la médecine coloniale illustre une forme d'intervention. Alors, ce qu'il y a de point commun, c'est qu'on est dans l'intervention sur la santé des autres, on va dire. Après, je pense que dans l'histoire, même au XXe siècle, hein, cette intervention sur la santé des autres, elle a fonctionné avec différents projets, différentes articulations, et je crois que ce qu'on illustre dans l'humanitaire contemporain ou dans ce qu'on appelle aujourd'hui la santé mondiale, c'est une forme d'intervention sur la santé qui est à la fois humanitaire et sécuritaire, et on voit très bien comment les deux jouent ensemble en Haïti, avec un cocktail un peu catastrophique ici, puisque des mouvements de troupes qui servent à sécuriser une île dans une situation post-désastre. Et pourquoi on sécurise? C'est en gros pour réintégrer l'île à une vie économique normale et productive. Donc ça, c'est ce moment dans lequel on est aujourd'hui, qui est un moment plutôt, je dirais, humanitaire, sécuritaire, et néolibéral, au sens où ce qui compte, c'est l'intégration des localités à un marché. Et en caricaturant à peine, c'est quand même l'enjeu de la réponse humanitaire en Haïti, c'est refaire le minimum d'infrastructures pour que le port, l'aéroport et les quelques ateliers de confection fonctionnent. Alors que c'est vrai que cette santé publique internationale, celle que j'étudie des années 30 aux années 80, elle fonctionnait beaucoup dans un autre paradigme qui était celui du développement, où en gros on intervenait sur la santé avec une perspective de modernisation et de progrès, y compris dans des investissements massifs sur les infrastructures, etc., des choses qu'on voit pas du tout en Haïti, hélas, d'une certaine manière. C'est même plus à l'horizon du possible, hein, c'est ou on vaccine ou on fait des équipes de réponse rapide, mais l'idée qu'en face un système d'adduction d'eau, des infrastructures, des routes, etc., c'est complètement, on n'ose même plus le proposer. Alors que c'est vrai, dans le moment colonial et le moment post-colonial qui est celui du développement, du tiers-monde des années 60-70, il y a ce projet d'investir dans des infrastructures et d'agir sur la santé pour enlever un obstacle sur la route du progrès et de la modernisation. Donc là, c'est pour dire, il y a des moments très différents, et effectivement, le moment colonial, même si on peut voir en germe des réflexions d'ordre sécuritaire, etc., c'est quand même un moment qui est beaucoup articulé à cette question du développement, quoi, qui est finalement assez différente de ce qu'on voit jouer aujourd'hui dans le monde de la santé mondiale, où on a des interventions qui sont en fait assez minimalistes. Voilà. Alors après, moi, je ne sais pas si vous voulez rebondir, mais bon, après, il y a plein de raisons pour lesquelles il est intéressant de s'intéresser à la médecine coloniale. Moi, je travaille principalement au Cameroun, qui est un pays où, je serais curieux de savoir le statut du choléra au Cameroun, où on a une sorte d'épidémie permanente depuis quelques années. En tout cas, cet été, c'était encore le cas. Hein. Très brièvement, le Cameroun donc, est situé à proximité aussi du nord Nigeria, donc dans une zone qui est le dernier gros bastion du choléra dans cette partie de l'Afrique. L'extrême nord du Cameroun, le sud du Niger, un petit bout du Tchad, cette zone du bassin du lac Tchad, avec des problèmes majeurs d'insécurité. Donc
de temps en temps, de cette origine, les épidémies vont diffuser en direction du Cameroun puis du Tchad. Et puis aussi, de temps en temps aussi, autour de Douala, on peut avoir des épidémies. Mais ce n'est pas tout à fait une présence permanente. C'est peut-être simplement d'être situé, le premier pays situé à proximité d'un bastion qu'on ne peut pas combattre pour des problèmes de sécurité, entre autres. D'accord. Voilà, et il n'y a pas de récit, justement. Oui. On n'accuse pas l'environnement dans ces cas-là, dans cette épidémie du lac Tchad. Si on accuse le lac Tchad, on accuse, enfin. Et en plus, attention, c'est peut-être un vecteur de choléra. Il y a de la diffusion avec les caravanes dans le nord. Et puis à Douala, on accuse l'environnement encore plus volontiers, puisqu'on est au bord de la mer, parce qu'il y a une nappe phréatique affleurante. Donc il y a aussi. L'environnement, oui, est présenté comme étant. Tout dépend si on le regarde de loin ou de près. Les collègues qui travaillent au Cameroun savent très bien qu'à certains moments, il n'y a pas de choléra, à d'autres moments, ça vient. Mais même eux-mêmes ont du mal à se retirer de l'idée. Tiens, ils n'ont pas eu de cas pendant une année. Ouais, mais quand même, on est un pays endémique pour le choléra. On a eu ces discussions, je me souviens, avec Jean et des personnes du Cameroun avec qui on travaillait. Donc oui, ça fait sens, l'environnement au Cameroun. Ouais, d'accord. Non, mais j'étais très curieux. Mais alors, moi, le Cameroun, il m'intéressait surtout pour une autre maladie qui est la maladie du sommeil, qui est la grande maladie coloniale, au sens où c'est une épidémie qui explose dans toute l'Afrique centrale à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, dans un contexte de conquête coloniale et de développement d'une économie extractive, principalement du caoutchouc, qui était ramassé en forêt par des cueilleurs. Donc ça fait des déplacements de caravanes, justement, de porteurs, etc. De gens qui ouvrent aussi des nouvelles pistes, des nouvelles routes, beaucoup de transport fluvial. Et donc, c'est une épidémie qui est transmise par la mouche tsetse, c'est un parasite, la trypanosomiase. Et donc, on a des conditions comme ça écologiques qui se créent pour une épidémie qui explose dans toute l'Afrique centrale et qui devient la grande question sanitaire des États coloniaux, enfin à laquelle vont s'atteler les États coloniaux, parce que vraisemblablement c'est une épidémie qui décime les populations, mais aussi parce que au même moment l'industrie chimique européenne, allemande et française principalement, a des molécules, trouve des molécules qui contiennent de l'arsenic. C'est la première génération de médicaments anti-infectieux qui marchent. Et donc il y a une sorte de conjonction d'une urgence sanitaire qui va être progressivement construite par les médecins coloniaux, et puis du fait qu'on a une solution qui rend l'intervention utile aussi comme support de propagande pour les États coloniaux et comme crise dont on est à la fois responsable mais qu'on va aussi pouvoir résoudre, quoi. Et donc c'est un moment de l'histoire de la médecine que je trouve passionnant, en particulier au Cameroun, parce qu'on est là aussi le parallèle avec Haïti est intéressant, c'est qu'on est dans une sorte de colonie international. Le Cameroun à l'époque, c'est un mandat de la Société des Nations, de la même manière qu'aujourd'hui Haïti est une sorte de territoire sous tutelle onusienne depuis maintenant pas mal de temps. Et donc le Cameroun est sous les regards internationaux. Les Français sont officiellement en charge, mais ils doivent rendre des comptes à Genève, à la Société des Nations, tous les ans, de l'effort civilisateur qu'ils font. Donc on a un jeu comme ça à plusieurs acteurs, avec des médecins, avec des journalistes, avec des Allemands qui ont perdu le Cameroun à la Première Guerre mondiale, qui passent leur temps à accuser les Français de laisser les épidémies se développer. Et donc on a comme ça un laboratoire qui va être un laboratoire d'une forme un peu préhistorique de santé mondiale ou de santé internationale, quoi. Tous ces enjeux se retrouvent, quoi, dans l'histoire de la médecine coloniale au Cameroun. Voilà. Et après, moi, c'est vrai que j'ai étudié en particulier une histoire qui est un épisode de la lutte contre la maladie du sommeil. Alors, du point de vue de l'échelle, ça n'a rien à voir, heureusement, avec ce qui s'est passé à Haïti, mais c'est une sorte justement
ratés de l'intervention sanitaire, qui sont des accidents qui avaient lieu pendant les campagnes de lutte contre la maladie du sommeil, provoqués par un médicament qui s'appelle la pentamidine. Et voilà, j'ai fait une sorte d'enquête sur ces accidents et aussi sur tous les mécanismes alors c'est un mélange de dénégation, d'ignorance, de bêtises qui font qu'on a continué à utiliser massivement ce médicament de manière préventive. C'est un médicament qu'on donnait à des personnes qui n'étaient pas malades, alors même qu'on découvrait progressivement que ce médicament provoquait beaucoup d'effets secondaires et des décès, etc. Donc ça c'est presque une sorte de conte de ce que peut faire la santé publique quand elle pense de travers, quoi, et quand elle agit de travers, avec notamment tout un arrière-plan de hiérarchie raciale, qui recoupe des hiérarchies des hiérarchies liées à la rationalité, à l'irrationalité, un peu ce que je disais à propos de ces rumeurs, ces épidémiologies populaires. C'est là encore les populations en Afrique centrale savaient très bien que la pentamidine, ça faisait très mal et ça marchait pas très bien. Mais pour ceux qui organisaient une campagne, c'était une raison supplémentaire pour en donner encore plus, puisque les Africains n'aiment pas, c'est que quelque part ce médicament doit être vraiment bon. Enfin, c'est ce type de raisonnement à la fois circulaire et progressivement de plus en plus absurde, mais qui ont souvent soutenu l'adhésion dans une méthode de santé publique, là en l'occurrence la pentamidine préventive. Donc ça c'est voilà. Ça me rappelle aussi une autre histoire, c'est le problème de l'épidémie d'hépatite C qu'on a eu en Égypte suite à des injections faites dans des conditions... C'est un médicament contre la bilharziose qui était donné, campagne très large, injection faite dans des conditions douteuses, parce que ces histoires d'abcès, j'ai lu l'article, ces histoires d'abcès avec la pentamidine, on peut penser que les conditions de stérilité n'étaient pas très bonnes non plus. Il y a eu des morts, des gangrènes, etc. Là, c'est en Égypte, pareil, une campagne de masse où finalement la vie de l'individu compte pas beaucoup pour lancer ces choses-là et qui des fois font des catastrophes. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de la maladie du sommeil, c'est que c'est la première fois que je la voyais sous ce regard critique, parce qu'elle nous est présentée, la lutte contre la maladie du sommeil, du temps de la médecine militaire, du temps de la coopération. Elle nous est présentée comme un summum d'action de santé publique, vraiment ce à quoi on arrivait ce qu'on arrivait à faire, et comme présenter les travaux de Jameau, et c'était vraiment présenté, et c'est toujours présenté comme quelque chose de particulièrement louable. Et donc ce regard critique n'est pas encore porté, en particulier dans le milieu du service de santé des armées, qui continue à présenter ces actions de lutte contre la maladie du sommeil comme quelque chose qu'il aurait fallu continuer, reproduire presque de la même manière. Et je dirais que beaucoup de tropicalistes français sont sur cette longueur d'onde. Donc c'est intéressant de voir ça. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent, nos collègues médecins militaires, de ces travaux? Moi, mes travaux, alors ils aiment pas trop. Et puis, alors après, il y a un discours public, un discours privé. Parfois, en privé, ils m'avouent que c'est pas mal, etc., mais que ils peuvent pas non plus laisser passer ce que je dis, etc. Après, bon, alors, je pense qu'il y a énormément de critiques rétrospectives qu'il est facile de poser à ce que faisait cette médecine coloniale. Bon, la question des effets à long terme en termes d'hépatite C, voire de VIH, commence à être vraiment posée. Au Cameroun, moi je participe à des travaux avec des virologues et des phylogénéticiens où il est assez clair que, alors c'est pas forcément la campagne de pentamidine, voire même de maladie du sommeil, c'est plus généralement la médicalisation massive du Cameroun à partir des années 30 a clairement provoqué une explosion dans l'épidémie d'hépatite C. Là, on vient de publier un papier où on compare Cameroun anglophone, Cameroun francophone. Donc, il y a une frontière
qui coupe les hauts plateaux du Cameroun entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, c'est les Anglais, à l'Est, c'est les Français. À l'Est, on a 5 fois plus d'hépatite C qu'à l'Ouest parce que les Français investissaient beaucoup plus dans les dispensaires, etc. Et donc, on arrive quantitativement à montrer que plus on allait au dispensaire dans une région, plus on a d'hépatite C 60 ans après, quoi. Enfin, donc, on a une corrélation assez nette et la phylogénie montre bien une explosion des populations virales à partir de 1930. Donc, pour l'hépatite C, c'est clair. Pour le VIH, c'est possible, même si le VIH est moins transmissible que l'hépatite C par le sang. C'est un peu plus compliqué. Il faut faire des intraveineuses, peut-être plus que pour l'hépatite C, etc. Mais bon, là, il y a ces effets à long terme. Mais après, à la décharge des médecins militaires qui continuent d'être attachés à la figure de Jameau, enfin ces médecins qui ont mené les campagnes de maladie du sommeil, c'est vrai qu'en Afrique aussi, il y a un attachement nostalgique à ces campagnes. Enfin, il y a des récits très ambivalents, avec des rumeurs qui étaient présentes à l'époque, qui restent présentes aujourd'hui, où on disait les infirmiers passaient dans les villages pour distribuer la maladie, donc les infirmiers étaient la cause de la maladie, donc il y a ce type de raccourcis qui, bon, anthropologiquement sont très intéressants, mais il y a aussi un attachement nostalgique à ces campagnes, notamment parce que c'est dans ces campagnes qu'ont été formés des centaines et des centaines d'infirmiers africains qui sont devenus la première génération de médecins africains. Souvent, la première génération de ministres de la santé, etc., viennent en fait de cette école coloniale de la maladie du sommeil, avec des grandes figures, etc. Donc, il y a des attachements qui sont très forts. Et puis, il y a aussi un attachement à l'idée de santé publique. Et c'est vrai que là, ils ont raison, c'était un âge d'or de la santé publique, au sens où on avait un État colonial puis indépendant, parce que ces campagnes ont continué avec les coopérants, hein, comme vous le dites, les Français, les Belges étaient très présents après les indépendances. Il n'y a pas du tout de départ de l'Afrique en 1960. Au contraire, il y a plus de médecins coopérants qu'il y avait de médecins coloniaux. Et bref, il y a un attachement à la santé publique, parce que cette santé publique, elle s'est complètement effondrée en Afrique dans les années 80, enfin années 90, avec l'ajustement structurel, avec ces réformes néolibérales qui ont fait que intervenir sur la population des villages tous les ans pour les vacciner ou les dépister encore plus, c'est devenu complètement impensable d'un point de vue financier. Donc cette nostalgie, elle parle aussi du fait que c'est des pays où on a tourné la page de la santé publique dans les années 90. Aujourd'hui, ça s'est quand même un peu retissé avec ces grands programmes de santé mondiale, mais qui sont en fait très précaires, qui sont des grandes interventions de partenariats publics-privés, etc. Mais du coup, c'est vrai que tous les taux d'immunisation, etc., ont recommencé à augmenter depuis 10 ans, mais après un effondrement très douloureux en fait en Afrique, hein, avec des dispensaires qui n'ont plus de médicaments à partir de la fin des années 80, et où qu'on aille dans l'Afrique rurale, on nous parle de ça, quoi. Donc on parle de cet âge d'or colonial et postcolonial de la santé publique, quand certes on nous donnait des coups de bâton, mais on venait nous soigner gratuitement, et puis on nous parle aussi du fait que à partir des années 80, les placards étaient vides, le peu de médicaments qu'il y avait, il fallait le payer, initiative de Bamako, etc. Donc ces récits nostalgiques de l'histoire, ils sont très présents en Afrique, et du coup, c'est pas complètement absurde de la part de nos amis les médecins du corps de santé des troupes de marine. C'est pas totalement absurde de défendre cette idée-là, parce que en tout cas, c'est partagé dans beaucoup de pays d'Afrique. Ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est les deux aspects de cette histoire. L'aspect où finalement, oui, même si à l'origine, pour la maladie du sommeil, au départ, bien sûr, elle existait en Afrique, mais que peut-être que le développement des routes, le développement de l'industrie du caoutchouc a impacté les épidémies de maladie du sommeil, a probablement propagé à une plus grande échelle le parasite. De notre côté, il y a des actions qui sont menées pour soigner les populations, mais sans accepter peut-être ou sans prendre de recul. Alors c'est peut-être difficile à cette époque-là de prendre du recul sur les conséquences secondaires et d'essayer d'écouter ce qui se passe et de dire peut-être que ce que je suis en train de faire n'est pas si bien que ça. Garder la tête froide, garder le regard scientifique sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'à cette époque-là, il y a eu, dans vos travaux, vous avez trouvé
des personnes qui se sont aperçues, des scientifiques ou des médecins, qui ont essayé de dire, mais attention, on a pas mal de problèmes avec ce traitement. Alors oui, en fait, il y a un système de... Alors, les équipes de la maladie du sommeil, c'est des appareils bureaucratiques, etc. Donc, ils suivent assez bien ce qu'ils font. Hein. C'est pas du tout des amateurs. Donc, dès l'époque du docteur Jameau, dans les années 30, on a une équipe mobile qui change les doses de la triparsamide qui était utilisée, qui provoque des cas de cécité. Donc des gens qui deviennent aveugles après ce traitement. Et ça, c'est un mythe très connu des médecins militaires. Du coup, Jameau est accusé, bon, alors que c'était pas lui qui était en charge directement, il est accusé d'avoir rendu ces gens aveugles et il va être blâmé, mis à pied, et ça va être un peu le début de la fin pour ce héros de l'humanitaire colonial, etc. Donc c'est dans la légende de Jameau, mais bon, c'est une histoire qui montre bien que les accidents étaient présents, qu'ils étaient diagnostiqués et que l'État y répondait, là, en l'occurrence, en réglant des comptes certainement internes à l'administration coloniale, mais en virant ce fameux docteur Jameau. Et dans mon cas, bon, ce qui est intéressant, c'est que la pentamidine, c'est un médicament qui soigne très bien la maladie du sommeil, c'est toujours un médicament essentiel aujourd'hui. Et donc à l'époque, l'idée des médecins, c'était de l'utiliser de manière préventive, ce qui permettait de ne pas faire de tri et d'injecter en masse l'intégralité des populations. Et ça, cette stratégie, quasiment dès le début, elle laisse sceptique pas mal de gens, notamment tous les Britanniques. Là, pour le coup, eux trouvent ça beaucoup trop coûteux et ils savent que la pentamidine, ça c'est quelque chose qu'on sait très bien aujourd'hui, ils savent que la pentamidine c'est un médicament qui est très douloureux en injection, qui provoque des effets secondaires assez graves assez fréquemment. On a des syncopes, on a des arrêts cardiaques, on a hypoglycémie, tout ça. Bref, ça c'est des choses qu'on sait dès l'expérimentation du médicament, et donc il y a des gens qui n'y croient pas. Et puis graduellement, on va aussi s'apercevoir que le médicament provoque des abcès, des gangrènes quand quand la solution est mal préparée. Et là encore, c'est intéressant de voir les lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, je m'y attendais pas dans cette enquête, mais ceux qui connaissaient très bien ces risques, c'était l'industrie pharmaceutique. C'était en l'occurrence Rhône Poulenc qui produisait la molécule. Eux, ils avaient des remontées directement par des médecins coloniaux en brousse, parce que ces gens se connaissent, Rhône Poulenc, c'est des anciens médecins coloniaux, etc., qui disaient c'est dangereux, machin dans son cercle a eu 4 morts, moi je vais en avoir, il faut faire quelque chose. Et c'est les autorités des services de santé coloniaux qui disaient non, on continue. D'ailleurs, plus c'est dangereux, plus il faut accélérer, comme ça on sera débarrassé du problème de la maladie du sommeil. Donc ces alertes, elles étaient données. Et l'industrie pharmaceutique, relayait comme ça ces alertes. Mais là, c'est des autorités, disons, de la santé publique qui faisaient leurs calculs, coûts, bénéfices et intérêt aussi d'éradiquer l'épidémie et qui ont fait le calcul d'accélérer, ce qui a été désastreux pour quelques villages africains qui n'ont pas été rayés de la carte, mais où il y a eu des morts par dizaines, alors même que l'épidémie n'était absolument plus une menace de santé publique. Oui, merci pour cette intervention. C'est très, très intéressant et ça me semble tout à fait pertinent dans la continuité de ce qui nous a été présenté sur Haïti. Et c'est cet élément de continuité, moi, qui me semble intéressant aussi en histoire, même si les éléments de rupture peuvent être très signifiants et être par ailleurs analysés. Dans la thématique de l'atelier débat qui est proposé aujourd'hui, c'est cette notion de continuité qu'on souhaitait un peu interroger et creuser, parce qu'on voit bien qu'on a les mêmes configurations de jeux d'acteurs qui, à un moment donné, peuvent amener une combinaison d'intérêts croisés qui vont conduire à des politiques ou à des pratiques qui peuvent être y compris néfastes d'un point de vue individuel ou collectif, de la part d'institutions qui sont en charge du bien public. On l'a dit pour les Nations Unies. C'était vrai aussi pour le système colonial,
même si la notion de bien public est d'autant plus critiquable avec le recul historique et avec les valeurs et l'éthique qui est la nôtre aujourd'hui, mais on parlait de rendre compte des efforts colonisateurs à Genève dans le cadre du mandat de la Société des Nations. Et je pense que ce type de choses on sera aussi comptable de ça sur la situation en Haïti vis-à-vis des Nations Unies, notre conviction de vouloir faire le bien et de participer à un bien public, y compris contre la volonté des populations. Et ça, c'était aussi un élément, tu as évoqué tout à l'heure, Renaud, en parlant de population obéissante. Moi, j'ai noté le terme, parce que Guillaume, tu faisais écho de cette conception de la santé publique qui passait par les coups de bâton, autant que, et donc par le travail forcé aussi, et tout ce qui prévalait dans le système colonial, tout autant que dans une analyse coût-bénéfice globale, où on peut sacrifier la vie de personnes sur l'autel d'un bien collectif supérieur ou d'un projet civilisateur qui est supérieur. Donc, je trouve ça très très intéressant de le mettre en perspective pour essayer de voir aujourd'hui dans nos pratiques, dans nos projets de société. On ne dit plus de civilisation, on parle de projets de société, mais il n'empêche qu'ils sont là aussi et qui sont aussi basés sur un certain nombre de croyances et de valeurs. Comment est-ce qu'on conçoit nos pratiques professionnelles, qu'elles soient en recherche ou qu'elles soient dans le domaine humanitaire ou du développement, et comment on fait la part des choses, comment on prend en compte la complexité du monde, parce que c'est aussi ça la démarche scientifique. Quand tu parlais de doute, c'est aussi d'accepter humblement qu'on ne peut pas tout comprendre, tout maîtriser, et qu'on doit être aussi dans l'interrogation par rapport au bien fondé de ce que l'on fait et des conséquences de ce que l'on fait. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir penser nos pratiques, les discuter, pour que demain, si jamais on nous demande des comptes sur ce que l'on fait, on soit en capacité d'argumenter, d'expliquer pourquoi on l'a fait. C'était aussi un élément important, je trouve, de l'intervention de Philippe Alston tout à l'heure, quand il a parlé de quelque chose qui était shocking and not surprising, qu'on ne demande pas de compte à ceux qui ont construit le mensonge au départ de l'épidémie, dans le récit de l'épidémie. Et cette notion de rendre des comptes, de redevabilité, me semble aussi importante. Et du coup, je trouve que toutes ces interventions s'articulent bien ensemble. Alors, je ne sais pas s'il faut problématiser ça plus pour susciter aussi les réactions parmi vous sur ces éléments de continuité, de rupture, et comment aujourd'hui on peut réfléchir pour l'avenir. Je ferai totalement, c'est est-ce que pour nous, scientifiques et chercheurs, est-ce que les grandes revues scientifiques, il y a une concentration du pouvoir scientifique autour des grandes revues qui valident la connaissance scientifique et qui en fait une croyance, c'est quoi? C'est qu'une connaissance validée par un sujet, un groupe de sujets. Donc l'indépendance de ces grandes revues par rapport aux autorités sanitaires, qu'elles soient nationales ou internationales, ça pose problème parce que les experts, c'est les limites de la validation par les pairs. Ceux qui reviewent sont généralement des experts de ces organisations. C'est vrai que ça pose on se pose souvent, nous, en termes de société, la question en France de l'indépendance de la magistrature par rapport au pouvoir législatif. Nous, en tant que chercheurs, on peut se poser sur cet exemple-là, la question de l'indépendance des éditeurs et des grandes revues par rapport aux politiques de santé des internationaux. Et ça, c'est un réel problème. Quand on voit cette histoire d'éditorial, est-ce que c'est aller aux éditeurs du Lancet de faire un éditorial sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ou plus récemment sur comment doit être gouvernée la recherche en France. Enfin, il y a vraiment des questions à se poser, quoi. Et ça, je crois que c'est une solution. Est-ce qu'on doit garantir l'indépendance en disant, les éditeurs ne sont pas experts associés à des... Mais il y a tellement peu de chercheurs que le vivier est tellement restreint qu'à la fois un éditeur ou un contributeur dans
être expert à l'OMS, expert c'est le problème du conflit d'intérêts et de cette limite qu'est la validité de la connaissance par les pairs. D'une façon générale, pas que pour les revues scientifiques, hein, mais dans l'ensemble du monde scientifique, mais aussi de consultance ou d'associations d'aide internationale ou d'intervention publique, d'organismes publics internationaux. Ce qui est important, c'est le conflit d'intérêts, tu en as parlé, et la transparence. Alors, éviter les conflits d'intérêts, c'est extrêmement compliqué, puisque quand on est expert dans un domaine, forcément, on est appelé. Du coup, après, ça repose sur l'éthique personnelle de choisir comment on va investiguer et se positionner en tant que chercheur. Et si on va trop vite, je pense qu'il y a beaucoup dans l'histoire du choléra en Haïti, il y a beaucoup de chercheurs qui sont allés trop vite et qui se sont pas posé les bonnes questions, en fait, qui n'ont pas réussi à prendre du recul, le recul scientifique nécessaire pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, ce qui fait qu'ils ont adopté une position contre la vérité. Il y en avait certains, oui, qui étaient carrément en conflit d'intérêts majeur et qui ont réellement menti, et une partie qui se sont laissés embarquer, peut-être volontairement ou involontairement, avec des conflits d'intérêts, parfois d'ordre financier. Quand ils étaient embauchés par l'OMS, c'était pour expliquer le discours de l'OMS, c'était pas pour rechercher, donc probablement certains auraient été refusés. Et dans ces histoires de conflits d'intérêts, donc c'est plus large que ce dont on parle aujourd'hui, mais c'est la transparence. Donc lorsque c'est l'OMS, à ce moment-là, qui finance un groupe d'experts extérieurs, ce groupe d'experts n'est pas indépendant. L'ONU, c'est... Il y a eu l'OMS avec le Oui. groupe sur les leçons apprises sur l'épidémie de choléra, c'est à cela que je pensais particulièrement. Mais après, il y a aussi le panel de l'ONU, qui également n'était pas indépendant. Et donc on revient sur la notion d'indépendance et je ne suis pas indépendant de mon employeur, Aix-Marseille Université, même si mon statut me permet de prendre la parole et d'essayer d'être indépendant, ça ne repose que sur mon éthique personnelle et je ne peux pas être indépendant de mon employeur. Oui, mais le blocage des publications, ça pose un problème quand même. Il y a le pari de Ploss, c'est de dire on publie tout à condition que ça obéit à des canons scientifiques. On est entre deux problèmes. Les majors, La publication est dans PLOS. Hein. Oui, PLOS Non, mais ils font le pari, mais quand même, l'éditeur nous dit de tenir compte de cette demande qui est de reconnaître que le choléra sera là, implanté, pour des décennies. On est entre deux feux, entre des éditeurs majeurs avec un système de peer review qui a un fonctionnement d'un côté très bon, mais qui peut amener des blocages comme on l'a expérimenté. D'un autre côté, il faut se méfier des éditeurs prédateurs dont on connaît les noms là, depuis quelques années, enfin il y en a de plus en plus, hein, les Omix, les Indawi, les NDPI, etc. Qui font, ce sont des véritables mafias hein, qui ont réussi à faire taire un lanceur d'alerte qui était Jeffrey Bill aux États-Unis. Donc on est entre deux courants en science, entre... L'évaluation de la démarche scientifique, comment on la rend éthique, et ensuite d'un autre côté des publications qui ne sont pas scientifiques, et qui ont l'apparence de publications scientifiques, mais qui ne le sont pas. Donc tout dépend après justement des conflits d'intérêts, enfin, quand on parle des conflits d'intérêts, de la transparence. Il n'y a pas que les conflits d'intérêts, il y a la perception qu'on a les uns et les autres de son travail et des populations avec lesquelles on travaille. Je pense que on a encore beaucoup de chemin à faire pour se sortir de l'idée que d'une population qui serait une population objet de la recherche, objet des opérations de santé publique, objet des interventions humanitaires, parce que finalement dans l'histoire, dans les deux histoires, ce qui est manifeste, c'est que
les personnes qui se plaignent de douleurs ne sont pas entendues dans l'histoire des injections de l'omidine. Et on a exactement cette non-entente, cette surdité à ce qui s'est passé, puisque non seulement l'ONU, mais la plupart des intervenants extérieurs ne tiennent pas en compte, ne prennent pas dans leur raisonnement le droit à la vérité, et ne prennent pas dans leur raisonnement le fait qu'il y a aussi un savoir sur ce qui s'est passé sur place, et que finalement c'est une mise en forme de ce savoir qui nous a été amené de faire plus que d'aller déterrer quelque chose, ça existait. Et on en reste encore beaucoup sur une population objet de l'intervention et qui n'a pas voix à la parole. Et ce qui est le pire, c'est que leurs dirigeants ne leur donnent pas non plus droit à la parole. Mais je ne suis pas sûr que nos dirigeants nous donneraient aussi droit à la parole si nous avions à dire quelque chose de similaire. Ça reste encore un problème de relation dirigeant-dirigé. C'est mon point de vue. Et peut-être pour aller dans ton sens, une problématique d'infantilisation et de paternalisme qui effectivement a été au cœur du projet colonial et du discours colonial, de l'idéologie coloniale du XXe siècle, et même déjà au fin XIXe, mais qui est encore assez largement présent aujourd'hui dans notre société vis-à-vis de l'international et des interventions humanitaires, mais aussi vis-à-vis de notre propre population. Tu en parlais, on est dans des problématiques de déresponsabilisation individuelle et d'infantilisation qu'on retrouve à des tas de niveaux qu'on pourrait... Ça dépend, parce qu'en santé publique, tu as quand même maintenant le levier de la recherche interventionnelle et de la santé communautaire qui fait qu'il y a énormément d'argent qui sont mis sur des projets de ce type, qui sont quand même sur la participation des populations et la construction des objectifs. C'est-à-dire qu'il y a quand même en ce moment dans le domaine de la santé publique une espèce de revirement et de dire, bon, c'est le problème des données probantes. C'est, bon, il n'y a plus qu'un seul modèle, le gold standard de l'essai clinique, ben, c'est pas le modèle de la vérité scientifique. Il y a d'autres formes de connaissances qu'on peut construire, des connaissances validées par la preuve, hein, je dis pas des connaissances par l'adhésion. Et là, c'est vrai qu'il y a tout un mouvement, notamment en France, sur la recherche interventionnelle qui va dans ce sens-là, qui te dit on ne peut pas faire sans les gens, on fait avec les gens, on co-construit l'objectif avec les gens, et on voit ce qui marche dans un endroit, on essaie de voir si on peut le transplanter, mais on accepte aussi le fait qu'une intervention, elle peut être spécifique et non transposable. Il y a tout ce mouvement-là mais effectivement, avec des revues scientifiques, justement, qui sont en train de se créer autour de ce type de recherche. Donc il y a une prise de conscience, elle est peut-être... On progresse, hein, je suis d'accord. Hein, on n'est quand même pas à la situation que Guillaume Lachenal décrit. On ne va pas dans les villages avec des bâtons pour injecter ou faire quoi que ce soit. Donc il y a manifestement un progrès, mais on reste quand même sur... l'idée même qu'on puisse avoir une catastrophe de cette nature, de dizaines de milliers de morts, et qu'on se pose seulement la question, est-ce que c'est légitime de dire la vérité? Mais ça paraît incroyable. Ce qui paraît incroyable, c'est que en instruments de pouvoir, les revues se soient mis comme des instruments de propagande et pas comme des instruments de controverses scientifiques, ce qu'elles sont, et qui doivent... Oui, mais moi j'ai quand même un problème avec un pouvoir qui va m'expliquer que le mieux c'est de ne pas dire la vérité. Ça c'est le problème du pouvoir. Mais ça me pose problème. À ce point-là. Ouais. Prenez le micro, parce que c'est enregistré, s'il vous plaît. Oui, c'est... En fait, je voulais juste intervenir par rapport à la question de la participation, parce que pour travailler un peu sur ces questions, c'est pas non plus le nec plus ultra, hein. C'est-à-dire que, bon, déjà, la participation, on voit bien que, quand on lit les travaux de Fassin, qui montrent bien que, finalement, dans la question coloniale, l'utilisation de la participation des personnes, elle était déjà mobilisée, hein. C'est pas quelque chose... Et pour travailler actuellement, par exemple, sur la démocratie participative, bon, on voit quand même aussi les dérives que ça peut, que ça peut amener quand finalement c'est une structuration, quand c'est un dispositif dans le cadre en fait d'une gouvernance particulière et que ça devient une injonction en fait à la participation.
Et donc, on voit bien que c'est pas toujours... par exemple, les travaux de Marie-Hélène Baquet va montrer que tous ces discours, par exemple, sur l'empowerment, on voit bien que oui, il y a un courant qui est plutôt, qui souhaite mobiliser les publics pour, en fait, devenir un peu des espaces de contre-pouvoir, mais on voit bien aussi dans toute l'histoire comment, par exemple, les modèles les plus néolibéraux utilisent maintenant le terme de participation, d'empowerment, parce que justement c'est l'idée, comme vous avez des capacités, vous avez du pouvoir, écoutez, trouvez des solutions par vous-même, hein, ce qui légitimera comme ça le fait qu'on vous donne pas trop d'argent, parce qu'à la limite il y a quand même des potentialités de capacité, de capacitation dans les populations. Donc voilà, il faut aussi voir la question de la participation sur les différentes finalités, quoi, parce que c'est pas voilà, ça peut justement être... Voilà. Bien. Donc, je ne sais pas s'il y a... Il semble ne plus y avoir de questions, donc on n'a sûrement pas... Guillaume a peut-être d'autres choses à dire. Au bout du débat. Donc Guillaume, est-ce que un élément supplémentaire, une question, une remarque? Oui, je disais, moi, je vais me ruer sur le livre Deadly River parce que j'ai vraiment envie de lire ça. Est-ce qu'il va être traduit en français? Alors, en fait, il est sorti il y a 2 ans. Il a fait partie de la prise de conscience au niveau de l'ONU parce que il a été lu là-dedans et Philip Alston en fait état dans son rapport. C'est de la prise de conscience de tout ce qui... Il est juste avant le rapport de Philip Alston, quelques mois avant le rapport de Philip Alston. Moi, j'ai cherché un éditeur pour le traduire en français. On l'a même traduit en français parce que, bon, dans ma famille, on ne lit pas l'anglais et je voulais quand même savoir ce qui se racontait à propos de cette histoire. Donc, j'en ai fait une traduction en français, mais en cherchant un éditeur, je n'ai pas trouvé d'éditeur intéressé par la traduction, mais par un autre livre, en fait, un original, parce que pour des problèmes de droit, de machin, etc. Ce livre est écrit. En fait, j'ai expliqué à la fois toute cette première partie, avec mes mots, la manière dont j'ai pu le ressentir, et aussi toute la lutte qui a eu lieu depuis pour arriver à la situation actuelle ou proche, puisque c'était... jusqu'au début de l'année qui se termine maintenant, et il sera publié aux éditions du CNRS, mais bon, ça sortira au printemps. Mais en attendant, il faut quand même regarder Deadly River. C'est vrai que c'est quand même, ça raconte des choses assez dans le détail et ça permet de... Je pense qu'effectivement, dans une perspective historique, ça rentre bien dans une époque et dans la manière dont les problèmes sont vus actuellement de manière un petit peu plus hypocrite que ça ne l'était à l'époque coloniale, mais il y a quand même un regard qui n'est pas forcément égalitaire. Ok, bon, je vais suivre ça. Donc, merci beaucoup, merci Guillaume pour les interventions extrêmement intéressantes et puis le dialogue qui a été instauré. Merci Renaud d'avoir fait le déplacement de Paris et de pouvoir... nous rejoindre ici. Et donc je remercie également les participants et les échanges qui ont eu lieu, qui permettent de continuer à réfléchir. On n'a pas résolu le problème, mais on avance. Merci en tout cas. Ça donne soif.